Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 16 novembre. Livrée à elle-même dès l'enfance, celle que l'on nommera Mahea a grandi entre violence, errance et survie dans les rues de Papeete. Aujourd'hui, elle se bat pour sortir de ce cycle, un cas loin d'être isolé. Nous en parlerons dans un instant avec Minari Galnon-Taupua, vice-présidente et ministre des Solidarités en charge de la famille et de la condition féminine. Nouvelles images, meilleure précision, visibilité renforcée. Google Street View fait son retour en Polynésie pour mettre à jour la cartographie de nos îles. Une entreprise qui devrait profiter à notre tourisme. Et bien sûr, le dimanche, c'est l'actualité sportive présentée par Oriano Tefau. Nous ferons le tour de ce qui a fait bouger le Fénois cette semaine. Swimrun, boxe, MMA, natation, VAA ou encore rugby. Un programme chargé. Une enfance brisée, une adolescence passée dans les rues de Papeete et aujourd'hui une femme qui se bat pour se reconstruire. Celle que nous appellerons Mahea tente désormais de rebâtir une vie stable pour ses enfants. Un parcours marqué par les épreuves mais porté par une détermination rare. C'est un portrait signé Rotuari Colombani sur des images de Samuel Tainaure. Elle n'a que 13 ans quand elle prend la décision de partir pour fuir son foyer. Après une enfance difficile où Mahea subit de multiples maltraitances, elle trouve refuge dans la rue, sans aide, sans argent et sans repère. Et donc, comment s'est passée ton enfance? Mal. Mon enfance, ça s'est passé mal. Pourquoi je dis mal? Parce que c'est pas un vécu qu'un enfant aimerait vivre, quoi. Et j'ai dû subir des choses que on n'aimerait pas qu'on fasse à une petite fille, quoi. C'est pourquoi depuis des années, Mahea vit dans la rue à Papeete. Elle y rencontre d'autres sans-abri et tombe enceinte. Au fil du temps, elle donne naissance à 5 enfants, dont la dernière n'a que 8 mois. Très vite, les services sociaux s'alarment. Ces 4 aînés sont placés chez des membres de sa famille à Paea. Donc là, ton 5e enfant, les 4 autres enfants sont où? Ils ont été placés par le social. Ils sont placés chez moi à Paea, là où j'habite. Pour éviter que son dernier bébé de 8 mois ne soit placé à son tour, Mahea accepte les aides sociales et plus particulièrement un suivi au Puotehau. Alors, si je suis au Puotehau aujourd'hui, c'est bien parce que, en fait, j'étais dans la rue, j'étais enceinte. Du coup, quand j'ai mis mon bébé au monde, j'ai dû être suivie par le social, quoi. Alors, pour ne pas que ma fille soit, pour ne pas qu'on la place, j'ai préféré venir au foyer au Puotehau pour m'en occuper. Aujourd'hui, Mahea regarde l'avenir avec détermination et espère pouvoir améliorer sa situation et celle de sa famille. Ton rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est avoir un travail d'avoir un logement à moi et mon chéri et ma petite famille, quoi, avec tous mes enfants, et pouvoir les récupérer, quoi. Ça, c'est mon rêve. Et en plateau avec nous ce soir, Minari Galnon-Taupua, vice-présidente et ministre des Solidarités en charge de la famille et de la condition féminine. Yorana, Minari Galnon. Yorana, bonsoir à vous tous qui nous regardez. Recevez le collier de l'amour et de la paix dans vos foyers. Une réaction peut-être d'abord à ce reportage avec cette femme SDF aujourd'hui? Oui, alors c'est un témoignage qui m'émeut beaucoup parce que c'est une femme qui a 5 enfants, une maman d'enfants. Et je voudrais la féliciter, la remercier d'avoir accepté d'aller au Puotehau, puisqu'elle a accepté aussi de se faire suivre par les affaires sociales, qu'elle sache que nous sommes là pour l'aider et pour réaliser aussi son rêve qui est d'avoir un travail et éventuellement un logement. Alors on le sait, mardi, l'Observatoire des violences faites aux femmes va être officiellement lancé. Alors c'est une structure qui a été annoncée en juillet dernier, donc il y a plus de 4 mois. À quoi va servir cet observatoire concrètement? Alors comme vous le savez, tout d'abord, cet observatoire va venir un peu nous conforter dans les chiffres, puisqu'il y a plusieurs chiffres qui ont été annoncés. Mais sachez que la nouveauté, c'est que le pays, enfin la vice-présidence travaille directement avec l'instance judiciaire, qui est une nouveauté. Je remercie le président du gouvernement d'avoir accepté ce beau projet. Mais il faut savoir que cet observatoire était déjà dans nos projets, dans le plan de dignité humaine, et qui a déjà été prévu
par le Conseil des femmes en 2018. Et C'était comment vraiment est-ce que une vous allez demande. travailler ensemble alors? Alors, le travail, alors il faut savoir que ces deux femmes, deux femmes et surtout la première présidente de la Cour d'appel, Madame Jolie-Cause Ouenola, qui a accepté de travailler, qu'on travaille ensemble. Et ce qui est formidable, c'est que depuis le mois de janvier, depuis son arrivée, nous avons pu nous rencontrer et mettre en place cet observatoire et surtout un livret que nous allons présenter le mardi 18 novembre. Alors, on imagine bien que cet observatoire ne doit pas que faire observer, il va peut-être aussi apporter des actions pour lutter contre ce fléau de la violence. Est-ce que donc c'est bien ça la finalité? Alors, il faut savoir que pour moi, mon objectif de travailler directement avec la première présidente de la Cour d'appel, c'est d'abord éveiller les consciences. Nous savons qu'il y a des violences. Nous savons que les femmes sont violentées. Mais là où je veux qu'on prenne conscience, ce sont les enfants que nous faisons souffrir. Et comme on aime à dire que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, eh bien moi, j'aimerais qu'on sauve aussi nos enfants au travers de cet observatoire. Et en parlant donc des violences, en un an d'août 2024 à août 2025, près de 500 affaires de violences faites à une femme ont été jugées au tribunal correctionnel. C'est sans compter les 18 morts en 7 ans liés donc à ces violences intrafamiliales. Et pour chaque cas, l'auteur des faits était un homme. Comment se fait-il, selon vous, que la violence au sein des familles ou des couples soit à ce point installée dans les relations du quotidien? Alors j'aime à dire qu'il faut déjà aider nos familles, aider les couples. Bien souvent, ce sont des couples qui sont très très jeunes. Et puis quand on est jeune, il faut aussi apprendre à être parent. Je vous assure que ce n'est pas facile. Aussi, j'ai décidé de mettre aussi en place, de construire un centre de la parentalité et surtout sensibiliser nos familles. Avant que nous arrivions justement à la justice, il faut travailler la prévention dans nos familles et c'est ce que je fais depuis début 2024. Et en parlant donc de famille, d'enfance, en mai dernier, une fillette de 7 ans placée en famille d'accueil décédée, victime de graves maltraitances. Alors ici même, vous aviez alors reconnu des failles et annoncé un renfort de 20 postes à la DSFE. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces postes sont pourvus? Eh bien, ça a été acté au niveau de l'Assemblée. Alors, en ce moment, nous sommes en train de pourvoir les postes et je pense que d'ici la fin de l'année, nous allons avoir tout le monde en poste. Alors, à savoir que nous avons aussi décidé de réorganiser la DSFE de manière à ce que les travailleurs sociaux se sentent soutenus, puisqu'on a voulu aussi travailler sur les indemnités de sujétion spéciale. Ça a été fait au niveau du gouvernement. Et nous avons travaillé aussi, en ce moment, nous travaillons sur les astreintes, parce que ne pas oublier aussi que les travailleurs sociaux ont besoin d'être soutenus. Et aussi, nous avons revalorisé les diplômes de certains travailleurs sociaux, puisque de la catégorie A, ils sont passés en catégorie B et nous l'avons voté au niveau de l'Assemblée. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a un soutien vraiment permanent du gouvernement envers la DSFE et les travailleurs sociaux. Et en parlant d'aide, de mesures, justement, vendredi se tenait le conseil d'administration de la CPS auquel vous avez participé. Et donc, est-ce que vous confirmez une hausse de l'aide aux familles monoparentales? Oui. Pourquoi? Parce que ça me tenait à cœur. Je précise bien que ce sont les familles qui dépendent du régime RST. Là, c'est important de le dire. Et il y a à peu près 20% d'augmentation des allocations pour les familles monoparentales. Est-ce qu'il en va de même pour les indemnités des aidants aussi? Alors, pour les aidants fétis, il y a aussi une augmentation sur 2026 selon les ressources, je le dis bien, et d'abord pour les familles justement que nous gérons au niveau de la DSFE, il y aura une augmentation de 50 000 francs pour les aidants fétis à 80 000 francs selon les ressources dans les familles. Alors l'une des grosses difficultés également pour les familles aujourd'hui, c'est le logement. Un projet de loi vise à créer une aide au paiement du loyer. Combien de familles pourront en bénéficier? Eh bien, je vous assure que le nombre de familles, déjà, je dis que je remercie le ministre du Logement puisque nous travaillons ensemble justement pour les familles qui ont vraiment besoin d'être aidées, comme ces familles qui ont des enfants qui sont placés. Nous recherchons ensemble à aider ces familles déjà à leur trouver un travail, ensuite un logement. Et au niveau du gouvernement, nous allons inaugurer un foyer pour les primo-travailleurs et travailleuses à Tapuna en décembre. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Bonne soirée.
Vous avez peut-être croisé un étonnant véhicule sur les routes. Google Street View revient 6 ans plus tard en Polynésie pour capturer des images plus précises que jamais grâce au travail d'un consultant indépendant et de partenaires privés. Cette mise à jour de l'application offrira à nos îles une meilleure visibilité internationale tout en facilitant le quotidien des touristes, des professionnels et même des habitants. Les détails avec Mereteato. Tahiti, Moorea, Bora Bora et bientôt des îles d'autres archipels. La Polynésie s'apprête à entrer dans une nouvelle ère numérique grâce à une mise à jour majeure de Google Street View. Derrière cette opération, un seul homme équipé de son propre matériel. Ce travail dont la portée touristique est évidente est mené avec une caméra hors norme. Maintenant, on est en 11K. Donc là, on arrive avec une grosse caméra qui fait 10 kg, qui va nous permettre de couvrir avec encore plus de précision, en particulier les centres-villes. En 2019, les premières images affichaient déjà plusieurs millions de vues. Aujourd'hui, la demande explose, surtout du côté des touristes nord-américains qui préparent leur séjour dans le moindre détail. Actuellement, on tourne à 70 000 vues par jour, qui fait 2 millions par mois, 25 millions par an. Les touristes américains, nord-américains sont très intéressés de préparer leur voyage avec précision et de choisir leurs établissements pour dormir avec précision. Et cette nouvelle campagne ne se limite pas à Tahiti. Pendant une semaine, Christophe va sillonner les routes de 3 îles majeures. On va aller donc sur Tahiti, Moorea et Bora Bora. Et puis on aura besoin aussi de faire toutes les rues commerçantes pour mettre en avant, comme je vous disais, magasins, artisanat, hôtels, restaurants, bâtiments administratifs, écoles. Un travail colossal rendu possible grâce à la Titan, une caméra à la définition exceptionnelle, très supérieure au format 4K, capable de délivrer des images d'une grande précision. Des données précieuses pour les touristes, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier, de l'urbanisme ou des services publics. Donc cette caméra est fabriquée qui s'appelle Insta360. Elle est magique parce qu'elle permet vraiment d'avoir un niveau de détail important. Et c'est la caméra que j'utilise maintenant depuis 2 ans sur tous les projets où on fait de la promotion touristique et de la mise en valeur d'un territoire. Les images seront publiées avant Noël, offrant à la Polynésie une visibilité renouvelée sur l'une des plateformes les plus consultées au monde. Une mise à jour essentielle pour un territoire en plein essor touristique. Du côté de Punaouia, la 3e édition du Taravana Warrior a enflammé le complexe Jacques Villy ce week-end. Plus d'une centaine de jeunes des quartiers se sont mesurés à des obstacles sportifs dans une ambiance survoltée malgré le mauvais temps. Hey Manu Thay revient sur les temps forts de la finale sur des images signées Matei Horei. C'est dans une ambiance festive et compétitive que s'est déroulée la 3e édition du Punaouia Taravana Warrior, un rendez-vous mêlant épreuves de tir à l'arc, fléchettes, basket et parcours sur bouée gonflable. Malgré un temps maussade, rien n'a entravé la bonne humeur et le déroulement de la grande finale hier soir. Durant toute la soirée, les plus jeunes ont donné de la voix pour encourager leur équipe. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres quartiers défavorisés, on va dire ça. Et on rencontre des personnes. Moi, je trouve que si l'équipe elle est là, les joueurs se donnent à fond. Allez, tape la favela! Il y a le basket, il y a les fléchettes. Tu connais tous les jeunes? Ouais, je connais tous les jeunes. 8 équipes, 8 quartiers venus défendre leurs couleurs, un événement d'envergure mobilisant une vingtaine d'agents chargés d'assurer l'encadrement et le bon déroulement des séquences d'épreuves. On a l'habitude d'organiser ce genre d'événement. On a aussi des référents qui, à chaque manifestation, répondent présents et sont là pour pouvoir représenter leur quartier. Alors parlez-nous un peu des épreuves. Quelles sont les épreuves clés ? Alors, on va retenir d'avoir l'endurance, l'acrobatie, de l'équilibre et surtout d'être le plus rapide sur toutes les équipes. Après 3 heures de lutte, la team Hakanui décroche le podium, talonné par Apuna Favelas et Teanuanua, une victoire qui permet à l'équipe de gagner un prochain séjour sur l'île de Moorea. Vous l'avez deviné, c'est l'heure de notre rendez-vous sportif. Et ce week-end, le Finnois n'a pas chômé du swimrun ou MMA en passant par la boxe, la natation et même du VA. On vous emmène tout de suite au cœur de l'action.
Ce matin, le Swimrun de Punaouia a rassemblé plus de 200 athlètes. Par équipe de 2, ils ont alterné natation et course à pied sur un parcours tracé entre le musée des îles et la plage de Veyava et la montée de Veitavere. Chez les hommes, le duo Teva Poulain-Damien Trocni l'emporte dans le format M. Chez les dames, Gwenaëlle Roby et Louise Grogoja s'imposent. Retour sur une course intense avec Désiré Teivao et Huanui Atohiva. Dès le top départ, l'allure est donnée, rapide. Les duos quittent le musée des îles pour un menu copieux. 18 km dans 2 km 500 de natation et le reste en course à pied. Les athlètes nagent, courent, replongent et ils n'oublient pas aussi de prendre du plaisir. Mon bilan, c'est la première fois qu'il fait là, le swimrun, hein. Super content là. Hein. Difficile quand même. Ouais, non, ça va. Le courant, pas assez fort, ça va. Tranquille. Mais magnifique quand même. Ouais, magnifique, hein. Le paysage, l'organisation, la sécurité, au top. Dis-moi, ça se passe comment pour le moment? Très bien, calme. On prend un petit rythme gentiment et puis voilà. Hein. Jusqu'à la... Non, ça va, c'est cool. La partie nage, on flotte. C'est la partie course. À l'avant de la course, chez les hommes, 2 duos se détachent. D'un côté, les frères Tapatoa, Teihoari et Tereva, très à l'aise sur la natation. Et de l'autre, Teva Poulain et Damien Trocni, spécialistes de la course à pied. Si les frères Tapatoa sont en tête sur les premiers kilomètres, la terrible montée de Veitavere les ralentit. Au contraire de Teva Poulain et de Damien Trocni qui prennent les commandes de la course. À l'arrivée, Poulain et Trocni s'imposent en un peu moins de 2 heures. En natation, on n'était vraiment pas à notre avantage. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser la longe, l'élastique qui est entre nous deux, pour limiter la casse. Et on savait que sur la deuxième portion, la course à pied, on allait peut-être faire la différence. Mais on a eu chaud. Donc quand j'ai vu qu'on était sorti à 1 minute 30 là d'ici, après il restait 9 km, j'étais assez confiant. J'ai dit à Teva, vas-y, on prend notre rythme et puis ça va revenir tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé. Après, on a très bien géré la montée. Derrière les vainqueurs, les frères Tapatoa assurent la 2e place sur ce swimrun. Nous, on a bien mis l'écart aux premières natations, comme on était à l'aise en natation. Et voilà, avant la montée de Veitavere, ils nous ont rattrapés et ils ont mis l'écart. On a pu gérer jusqu'à la fin grâce à notre cohésion de Tahoe et Andy. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'on a pu arriver jusqu'au bout et voilà, au fond. Chez les dames, le duo Gwenaëlle Roby et Louise Grogoja s'impose avec une solide 7e place au scratch. On est contente et on a passé une très belle matinée. Le parcours était top, l'ambiance était top et le binôme était top. Ouais. Franchement, c'était super, l'organisation était vraiment bien. Donc non, tout s'est bien passé. La course était très bien et ouais, c'était agréable de courir ce matin. Un décor magnifique, un parcours exigeant et des duos soudés jusqu'au bout. Le swimrun de Punaouia a tout pour s'imposer comme l'une des épreuves incontournables du calendrier sportif au Fénouan. À Tiperui, la salle Makonena a vibré tout le week-end. Une délégation venue de Nouvelle-Calédonie était opposée aux boxeurs polynésiens lors d'un gala international organisé par Tefana Boxing et Warrior Boxing Club. Et au total, une quarantaine de combats répartis sur 2 soirées, dont 20 duels directs Tahiti-Calédonie. Un rendez-vous marqué par l'intensité. Et pas de précieux échanges sportifs, résumé de ce week-end pugilistique. Pour cette première édition baptisée Next Fighter, l'objectif était clair, mettre en avant la relève. Des plus jeunes aux seniors, les combats se succèdent avec une dizaine de boxeurs calédoniens issus des clubs du Mont d'Or et de Dumbéa, venus se mesurer à la nouvelle génération tahitienne. Parce qu'on veut donner en fait de la chance aux jeunes. Comme vous avez vu ce soir, en fait, on a mis l'accent sur la jeunesse. Bon, on s'est bien préparé parce qu'on savait qu'ils s'étaient entraînés dur pour justement cet événement, les Calédoniens. Et on a bien fait parce que franchement en face on avait du répondant. Côté résultat, les boxeurs locaux ont répondu présent, près de 60% de victoires pour Tahiti sur l'ensemble du week-end. Un bilan encourageant pour les coachs et une expérience tout aussi précieuse pour les visiteurs calédoniens. C'est vrai qu'on a connu on connaît un moment un peu compliqué. Là. La boxe elle est un peu en sommeil là-bas au Caillou, au pays, suite aux événements qu'il y a eu. Mais là on est en train de redynamiser un peu la discipline et on espère justement enchaîner d'autres compétitions pour pouvoir permettre à nos jeunes de progresser au plus vite pour être présentables pour les prochains Jeux. Malgré le contexte et le manque de compétition ces derniers mois, les Calédoniens n'ont rien lâché. La motivation est intacte à l'image de ce jeune boxeur de Dumbéa pour qui l'échange sportif est déjà une récompense. Je me dis que c'est incroyable de venir ici, de faire des voyages avec le sport. C'est vraiment une opportunité incroyable. Et ici j'aime bien Tahiti, c'est beau, c'est joli, les gens sont souriants. Voilà.
Même esprit du côté tahitien pour les plus jeunes, affronter un adversaire venu d'ailleurs est une opportunité qui fait grandir sur le ring comme en dehors. Oui, beaucoup d'expérience et de nouvelles rencontres. C'est une première pour moi de boxer contre des Calédoniens et c'est pas tout le temps qu'on a la chance d'affronter des gens comme eux. Ça s'est bien passé, j'ai beaucoup aimé, que du respect, du fair play. Et j'aimerais dire bien combattu, c'est bien battu, il a bien géré et je lui souhaite du courage pour la suite. Objectif atteint, offrir du haut niveau, créer des liens et préparer l'avenir. Car la route vers les Jeux du Pacifique 2027 passe aussi par ces échanges essentiels à la progression des boxeurs océaniens. Hier soir, la salle Christian Elma Mahina a accueilli la deuxième Tahoe MMA Championship. 12 combats au programme répartis entre 6 duels préliminaires et 6 combats principaux. Des rencontres serrées, des styles variés. Et une salle comble en fin de soirée pour soutenir les jeunes combattants en retour en images. Les confrontations mettent en avant la technique et la stratégie autant que la force. Ariro Bele s'impose par soumission face à Veito Atei Acha après avoir su gérer la distance et attendu le moment opportun pour amener son adversaire au sol. Ouais, en vrai, le gameplay c'était de gérer sa distance et de trouver le bon moment pour l'amener au sol. Et comme j'ai vu l'occasion qu'il m'avait donné, hein, c'était il a donné son bras. Du coup, je l'ai fait une soumission, c'était simple, c'était une soumission en tête. Hein. Oh. Dans le combat suivant, Vehiatua Tetoanui domine Samuel Gomez au point, tandis que Panihou Kapikura remporte sa rencontre face à Arimana Apeyang par décision unanime. Je pensais que j'allais jouer vraiment en strike, et non, on a fait de la lutte du premier round jusqu'au troisième round. C'est mon premier combat. Voilà, mais je suis quand même satisfait de mon premier combat, et en sachant que je suis pas, le sol c'est pas vraiment ma spécialité, c'est plutôt le stand-up. Oui, c'était ça, et je connaissais bien mon adversaire, un très bon gars au sol, mais je savais qu'est-ce qu'il allait faire, je connaissais ses points forts et ses points faibles. Du coup, j'ai travaillé dans mes points forts à moi. Pour l'instant, je suis à 4-0 et je vais aller chercher à 5-0. Pourquoi pas les championnats de Polynésie bientôt, je reviens bientôt et je vais aller chercher ce championnat. Entre stratégie, anticipation et endurance, cette soirée a permis aux jeunes talents de se confronter dans des conditions encadrées. La Tahoe MMA Championship continue de se positionner comme un tremplin pour la relève polynésienne. Quant à la carte principale mettant en scène les combattants confirmés, les 6 combats se sont soldés par 2 décisions, 2 TKO, une soumission et un no contest, soulignant la qualité et la diversité des styles présents. C'est le rendez-vous phare de la saison de natation, les interclubs. Oui, une compétition où l'esprit d'équipe est au cœur de chaque performance, qu'il s'agisse des relais ou des épreuves individuelles. Ce week-end, 180 nageurs se sont affrontés dans une ambiance aussi intense que festive, malgré la pluie qui s'est invitée. Retour sur une édition particulièrement animée avec Huanui à Toahiva. Ambiance électrique ce samedi dans le bassin de Imua. 120 nageurs et 60 nageuses se sont affrontés lors des interclubs, grande finale de l'année en bassin. Première course de la journée, le relais 10 x 50 mètres a donné le temps et a vu s'imposer le CNP devant Imua et OLP. Si on a envie de se motiver, il faut toujours se dire qu'on va gagner, même si ce n'est pas toujours le cas. On a bien commencé en partant premier avec le premier relayeur. Ensuite, ça s'est un peu resserré et après, on a fini premier. Hier après, on a fait un entraînement en commun avec tout le club. Comme ça permet de travailler les prises de relais pour ne pas se faire disqualifier et tout. Donc ouais, on s'est bien entraîné. Les performances individuelles ont également marqué la journée. Certains nageurs ont même quitté leur spécialité pour aider leur équipe. Preuve de l'esprit collectif qui fait la particularité des interclubs. Moi, je suis plus un sprinter. Je fais que des 50 et des 100. Mais c'était une bonne découverte sur 200. C'est la compète qu'on attend tous. Hein. C'est les interclubs, c'est une course en équipe. On est 10. Après, il y a tout le club qui t'encourage. Ça, c'est top. Il y a toute l'équipe derrière toi. Tu nages pas que pour toi, tu nages pour tout le club. C'est pour représenter le club. Malgré la pluie, les supporters étaient présents dans les tribunes. Parents, clubs et passionnés ont assuré une ambiance festive, fidèle à l'esprit des interclubs. C'est la folie des interclubs, hein, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, les parents sont là, les supporters sont là, l'ensemble des clubs sont présents, ils ont fait un show. Ouais, c'est chouette, les interclubs, c'est toujours très chouette, il y a toujours une belle ambiance. Ouais. C'est une espèce de fête de la natation, quoi. J'espère qu'ils vont gagner, hein, forcément. forcément. Les regards se tournent désormais vers le prochain grand rendez-vous, les 6 heures de Papeete, qui se tiendront le 28 novembre dans les bassins de Tiperui. Une ultime occasion pour les clubs de briller avant la trêve.
Et au Moto d'Aroué, le tournoi sportif solidaire interquartier a rassemblé hier petits et grands autour du Var. 9 équipes mixtes et 6 équipes masculines se sont affrontées sur un parcours de 2500 mètres. Avec des phases sélectives jusqu'à la finale, près d'une dizaine de quartiers étaient représentés. L'occasion de conjuguer sport, convivialité et cohésion sociale. Et le VAA n'était qu'une des 4 disciplines proposées cette année dans le cadre du projet Sport Solidaire. Complété par le futsal, le volleyball et la pétanque lors d'autres journées. Les détails avec Mihibei Ruihao, animatrice du service action et cohésion de la commune d'Aroué. Alors le but de ce tournoi interquartier VAA, c'est de favoriser au fait la cohésion sociale entre tous les quartiers de la commune. Et ensuite, motiver la pratique d'une activité sportive et les échanges intergénérationnels. Alors, il y a le quartier de Tefaroa, Tearape, Paru au Papaoa, Erima 1, 2 et 3, Arahiri, Ahititera et Bono. Oui, bien sûr que ce sont des éléments importants pour resserrer cette cohésion-là. À FAA, la 3e journée du championnat A7, U16 et U18 s'est jouée dans des conditions difficiles. Pluie, terrain gorgé d'eau, mais les clubs ont choisi de maintenir la compétition pour offrir du temps de jeu aux jeunes. Nous étions sur place. En début d'après-midi, la pluie s'invite sur le terrain, le ballon glisse, les appuis s'enfoncent, mais le tournoi est bien maintenu. Pour la fédération, impossible de priver les jeunes d'une journée de jeu essentielle à leur progression. On a tenu à le faire parce que je pense que les garçons et les filles ont besoin de jouer quand même et de se confronter les uns aux autres et de jouer aussi ensemble. Donc ça me paraît nécessaire. Plus souvent on jouera, mieux ce sera. Voilà. Après, on fait du rugby, il pleut, on n'est pas des gremlins, donc je pense que c'est pas incompatible. Il n'y a pas d'orage, parce qu'il y aurait des orages bien sûr pour de sécurité, on ne le ferait pas. Mais là, non, il pleut, c'est vrai, mais ça joue. Hein. Sur un terrain glissant et boueux, chaque mouvement devient un défi. L'arbitrage aussi s'adapte avec une pluie qui multiplie les fautes techniques. Avec la pluie, on dit toujours il y aura beaucoup d'en avant, beaucoup de mêlées. Même si c'est difficile, tu vois, ça va les apprendre à mieux tenir le ballon en place. Voilà. Pour les joueurs, l'expérience est totale. Glissade, impact lourd et ballon fuyant. Mais l'envie, elle, ne faiblit pas. Alors, la difficulté dans ce tournoi d'aujourd'hui avec cette pluie, c'est d'attraper les balles pendant les coups d'envoi, parce que la balle elle glisse beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment top ce jeu. Avec la pluie, tout le monde glisse, tout le monde s'amuse. C'est un bon match. Dans l'autre camp, certains découvrent le rugby en compétition pour la première fois. De base, j'étais pas sûr et mon ami m'a invité à venir jouer. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire des passes, des bonnes passes et essayer de gagner, forcément. Malgré la météo, la journée aura offert de vrais repères aux équipes. Un terrain compliqué, des conditions piégeuses, mais un apprentissage indispensable pour les jeunes rugbymen du Fénon. Et pour finir notre rubrique, cap sur les rendez-vous sportifs de la semaine. Les passionnés de vélo et de sensations fortes se rassembleront ce vendredi 21 novembre au Parc Verreille pour la première course de VTT en nocturne. Les rameuses seront également mises à l'honneur ce samedi 22 novembre à Taoné pour la OPT VAA Hine Race. Enfin, les aficionados de la course à pied se donnent aussi rendez-vous ce samedi en plein centre de Papeete pour de Urban Run 2025. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez votre émission Bien dans son faré en direction de Matatia, suivie de Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Demain, c'est Vémi Thierlot qui sera aux commandes pour la présentation de votre JT. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et un bon début de semaine. Prenez soin de vous. Et bien entendu, on se quitte sur les meilleures images sportives en musique. Bonne soirée à tous. Dans la vie, il y a autre chose, il y a d'autres groupes. Changer un peu de disque et puis sucer les filles.